Bonsoir à tous, bienvenue au live de RP Dimanche. On a quelques secondes d'avance pour déjà se rassembler un petit peu. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je pourrais jeter un petit coup d'œil sur les commentaires. Là, en gros, on a 5 minutes pour commencer. Je vais vous rappeler quelques éléments. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager le live sur Facebook. Ce soir, nous allons parler avec vous des élections présidentielles américaines et de la situation politique aux États-Unis. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore. Je prends quelques instants pour vous dire que RP Dimanche reprend ses séances de formation qui font suite à celles que vous avez pu suivre au printemps dernier. Donc, nous avions organisé des formations sur Marx, sur Lénine et sur les révolutions dans le monde. Nous allons vous proposer prochainement un nouveau cycle de formation sur les sujets qui nous semblent centraux actuellement. Donc, pas de souci, vous allez avoir les informations sur la page Révolution permanente. Donc, ce soir, nous nous intéresserons aux élections américaines et à la situation politique aux États-Unis. Dans les semaines qui viennent, nous organiserons des tables rondes et des lives sur plusieurs sujets. Pour l'instant, nous peaufinons encore les derniers détails et nous travaillons sur les visuels. Mais vous aurez rapidement d'autres informations sur la page Révolution permanente. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent actuellement. N'oubliez pas de partager le live sur votre page et celle de vos groupes. Nous allons commencer dans quelques instants. Ce soir, le live est un peu différent de d'habitude. Tout d'abord, comme vous avez pu remarquer, je ne suis pas Anas, mais je vais essayer de maintenir le niveau. Ce live se composera de 2 interventions, un peu plus longues que dans les autres lives que vous avez pu suivre récemment, de manière à vous faire un exposé détaillé de la situation et vous offrir une perspective révolutionnaire sur les événements qui ont été largement abordés dans les médias la semaine dernière. Alors, jette un petit coup d'œil. Je suppose que tout le monde est en train un peu de se connecter. Donc, n'oubliez pas de repartager le live. Plus long que dans les autres lives que vous avez pu suivre. Pardon. Je viens de me connecter au live pour voir s'il y avait des questions dans les commentaires. Donc, ce soir, comme je vous le dis, on va parler de la situation politique aux États-Unis autour des élections. Et donc, vous offrir une perspective révolutionnaire sur les événements qui ont largement été abordés dans les médias la semaine dernière. Nous allons discuter des élections américaines en compagnie de 2 invités. Jean-Philippe Diviès va nous parler du contexte des élections aux États-Unis et nous proposer une analyse des faits les plus récents pour mieux comprendre la situation politique aux États-Unis. Ensuite, notre camarade Madeleine Freeman nous parlera plus précisément de l'implication du quotidien Left Voice dans les événements de la lutte des classes aux États-Unis et ce qu'ils mettent en place dans leur intervention. Tatiana Cozzarelli, qui a été annoncée sur le programme, tient à s'excuser. Ses activités militantes ne lui permettent pas de participer au live et c'est Madeleine qui va parler à sa place. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore. N'hésitez pas à partager le live sur votre page et sur celle de vos groupes. Je prends encore quelques instants pour vous dire que donc il y a un nouveau cycle de formation qui commence. Dans les semaines qui vont venir, on va parler de différents sujets. Il y aura des tables rondes et des lives comme celui-ci. Donc, tenez-vous informés sur les pages Révolution permanente. Tout sera détaillé. Donc, ce soir, on parle des élections américaines. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces élections? En fait, c'était un véritable feuilleton, quoi. C'est-à-dire que pendant 4 jours, en fait, on ne savait pas vraiment où ça en était. On suivait les voix, centaines de voix par centaines de voix, milliers de voix par milliers de voix, pour savoir, en fait, qui remporterait chaque État. Et donc, on a l'habitude de parler aux États-Unis de swing state, donc où, en fait, les résultats sont serrés et qui vont déterminer les élections, alors que dans les élections précédentes, ce phénomène était arrivé sur 1 ou 2 États. Là, on avait 5 ou 6 États où en fait les résultats étaient tellement serrés que c'était quasiment impossible de savoir avant samedi, c'est-à-dire 4 jours après les résultats de l'élection, ce qui s'était passé aux États-Unis. Donc c'est sur ça qu'on va revenir ce soir. Il va y avoir une intervention de Jean-Philippe Dives d'à priori pas plus de 30 minutes, et puis une vidéo de Madeleine Freeman. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live sur votre page.
Donc, je suis Tristan, je suis militant au NPA et membre du comité de rédaction de RP Dimanche, le supplément théorique et culturel du quotidien en ligne de Révolution Permanente. Nous sommes réunis ce soir pour nous intéresser aux événements qui ont culminé le week-end dernier avec l'élection de Joe Biden au poste de président des États-Unis. La semaine dernière, les élections ont tenu en haleine non seulement une grande partie des citoyens américains, mais aussi, du fait de la place des États-Unis dans le monde, une grande partie de la population mondiale. Les résultats étaient visibles sur tous les écrans. Il était possible de voir l'évolution des résultats aux milliers de votes près dans ce décor de spectacle de la démocratie. C'est bien une élection très serrée qui se déroulait devant nos écrans dans une sorte de feuilleton, qui s'est terminée seulement samedi soir en Europe. Comme je vous le disais, Jean-Philippe Divès, membre du comité d'édition de RP Dimanche et militant au NPA, va nous faire une présentation d'une demi-heure environ sur les élections et la situation politique aux États-Unis. Ensuite, nous visionnerons une vidéo enregistrée par Madeleine Freeman du comité de rédaction de Left Voice, le quotidien en langue anglaise du réseau international La Izquierda Diario, dont Révolution Permanente fait partie. Elle ne peut participer au live de ce soir parce qu'elle doit travailler, mais elle tenait à répondre à notre requête et va s'exprimer sur l'impact des élections aux USA, sur l'implication de Left Voice dans les mouvements sociaux actuels et sur les perspectives des socialistes aux États-Unis. Donc, j'espère que tous ceux qui nous rejoignent actuellement vont bien. N'oubliez pas de partager le live sur Facebook, sur votre page. On va commencer maintenant, vraiment dans quelques instants. J'espère que tous ceux qui nous rejoignent vont bien. Heureusement, ce soir, on est un peu plus libre d'aller loin dans la soirée parce que, bon, ben voilà, on a un jour férié demain. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi l'heure de 21h. J'espère que ça vous convient. Dans tous les cas, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à faire des retours, à nous expliquer ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. On est ouvert aux critiques dans tous les cas et on attend avec impatience ce que vous en avez pensé. Donc, samedi, en fin d'après-midi en Europe, nous avons appris, suite au vote des grands électeurs de l'État de Pennsylvanie, que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, mettant fin à 4 jours d'incertitude du fait de résultats extrêmement serrés entre les deux candidats à la Maison-Blanche et du fait de l'arrivée en différé des bulletins envoyés par la poste, beaucoup plus nombreux cette année, du fait de la pandémie du Covid-19. Dans certains États, Joe Biden et Donald Trump avaient seulement quelques dizaines de milliers, voire quelques milliers de voix d'écart. En effet, le large écart prévu par une partie des médias bourgeois et de leurs sondages ne s'est pas matérialisé. Cette élection revêt bien le caractère extrêmement polarisé de la société qu'on a pu observer aux USA ces dernières semaines. Si Biden a battu le record de voix jamais attribué à un candidat, Trump a lui engrangé plus de voix qu'en 2016. Il a donc pu élargir sa base. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe Divès, puis nous écouterons la contribution de Madeleine Freeman. N'hésitez pas à partager ce live. Merci dans tous les cas d'être aussi nombreux ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous essaierons d'y répondre après les contributions. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Et on va l'écouter avant d'écouter Madeleine. Bonsoir tout le monde. Donc, samedi, après l'annonce de la victoire de Biden, je regardais une chaîne progressiste états-unienne, apparemment liée à une organisation appelée les Justice Democrats, démocrates pour la justice. Les progressistes, c'est la gauche, hein, ceux qui sont grosso modo anti-libéraux, certains se réclament socialistes. Bon. Et il y avait deux intervenants et ils disaient la chose suivante. Ils disaient « Ah, aujourd'hui on profite. On a réussi à virer Trump. Bon, c'est un plaisir, ne le boudons pas. On profite jusqu'à ce soir minuit parce que demain, les ennuis commencent. Les ennuis commencent parce que le trumpisme est toujours là. On va se trouver encore confronté à ce
à ce courant réactionnaire, hein, qui ne s'est pas réduit, mais s'est développé, hein, pendant ces 4 années. Et par ailleurs, nous allons avoir un gouvernement avec Joe Biden et Kamala Harris, dont tout semble indiquer qu'ils vont poursuivre la politique qui avait été menée avant eux par d'autres démocrates, notamment avant Trump par les 2 administrations d'Obama, c'est-à-dire une politique au service essentiellement de Wall Street et des grandes entreprises. Je crois que ce sentiment est assez largement partagé dans ce qu'on a dans la gauche états-unienne. Alors, il y a de nouveau une gauche aux États-Unis, ça c'est le point positif. Après l'offensive néolibérale sous Reagan, après la chute du mur de Berlin, la disparition de l'URSS, le terme de gauche avait disparu du langage. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens très divers qui se réclament de la gauche. Il y en a certains qui sont au Parti démocrate, d'autres qui sont en dehors, d'autres qui sont un peu entre les deux, comme l'organisation des DSA, des socialistes démocratiques d'Amérique. Mais il y a dans quand même un secteur relativement important de la population une certaine conscience de la difficulté que va présenter la nouvelle situation. Comme l'a dit Tristan, contrairement à beaucoup de pronostics, il n'y a pas eu de vague bleue. Alors, le bleu, c'est la couleur du Parti démocrate, mais il y a eu en revanche une très forte résistance du bloc social réactionnaire, conservateur, constitué autour de Trump et du Parti républicain, qui, la nuit de l'élection, a donné l'impression de gagner, et qui en fait aurait pu gagner, hein, avec le système du collège électoral très particulier, hein, qu'on a un peu de mal à comprendre en France, comme il avait gagné 4 ans plus tôt contre Hillary Clinton. Il y a 4 ans, Trump avait remporté l'élection parce qu'il avait gagné 3 États du Midwest, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, par quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix d'avance. Et cette année, Biden a remporté l'élection parce qu'il a emporté le Wisconsin avec 20 000 voix d'avance, le Michigan un peu plus largement, 140 000 voix, la Pennsylvanie avec 45 000 voix d'avance, et puis on peut ajouter la Géorgie, où aujourd'hui, bon, il manque encore des votes qui ne sont pas encore comptabilisés, 12 000 voix, et l'Arizona, 15 000 voix d'avance. Bon, il faut savoir que le système états-unien est un système qui n'est pas réellement démocratique, hein, puisque donc ce sont les États qui votent, des États qui sont très différents. Le plus petit, c'est le Wyoming, qui a 550 000 habitants. Tous les petits États sont en général très réactionnaires, très conservateurs. Le plus gros État, c'est la Californie, avec 44 millions. Mais bon, si vous avez 5-6 millions de voix d'avance en Californie, comme c'est le cas actuellement des démocrates, ça ne compte pas, hein, au niveau du pays. Ce qui est important, c'est de remporter les États et le nombre de membres qu'ils ont pour le collège électoral, qui est égal au nombre de représentants qu'ils ont à la Chambre des représentants, c'est-à-dire c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat. Et au Sénat, tous les États, qu'ils aient 500 000 habitants ou qu'ils aient des dizaines de millions, ont le même nombre de représentants, de sénateurs, c'est-à-dire 2 par État. Et le Sénat aux États-Unis est beaucoup plus important qu'en France. Hein, il a énormément de pouvoir, à la fois pour l'élaboration des lois et pour le contrôle du gouvernement, la nomination des ministres. Et évidemment, quand on ne contrôle pas cette Chambre, ce qui est aujourd'hui le cas du futur gouvernement Biden,
hein, même s'il y a une élection qui doit se dérouler encore au mois de janvier. C'est un problème et ça limite de manière importante ces possibilités d'action. Bon, alors, cette élection, elle a été marquée par une participation tout à fait exceptionnelle. Aujourd'hui, vu le décompte de voix qui est fait, il y a 150 millions de votes exprimés. Il manque beaucoup de voix dans beaucoup d'États. Il y aura probablement 160 millions, ce qui fera 160 millions sur 229 millions d'inscrits, ce qui fera près de 67% de participation. C'est la participation la plus importante de l'histoire moderne, depuis qu'il y a un suffrage universel avec le droit de vote pour les femmes et depuis que les Noirs, qui étaient ségrégés auparavant, ont la possibilité de voter. À l'heure actuelle, donc Biden a 76 millions et demi de voix, Trump 71 millions et demi. Il est probable que cette différence aujourd'hui d'environ 5 millions monte à 6 ou 7 ou peut-être un peu plus une fois que les résultats finaux auront été arrêtés. Bon, le vote marque le vote américain. Il y a une grande différence entre le monde rural et le monde urbain. Le Parti démocrate, alors qui est un parti capitaliste évidemment, très lié à Wall Street, aux cercles dirigeants, aux grandes multinationales, mais qui a une base populaire, qui est en même temps liée aux syndicats, aux associations des minorités de couleur. Donc ce parti a fait l'essentiel de ses voix dans les grandes agglomérations. Il est très largement majoritaire dans toutes les agglomérations urbaines de plus de 2 millions d'habitants. En termes de structure de la population, il est majoritaire très nettement chez les jeunes. Il a 70% des voix des moins de 30 ans, mais les moins de 30 ans ont été, comme c'est souvent le cas, très peu à voter. Ils ont voté beaucoup moins que les gens plus âgés. Il y a moins de 50% apparemment de votes dans cette catégorie de la population. Il est également majoritaire chez les 30-44 ans. Il fait les jeux égaux avec Trump dans la catégorie d'âge supérieur jusqu'à 65 ans. Il y a en fait une majorité pour Trump, comme il y a une majorité chez les retraités. Le bloc social autour de Trump, comme il y a 4 ans, a une majorité d'hommes. Il y a une nette majorité d'hommes, et notamment d'hommes blancs. 15% de plus d'hommes blancs ont voté pour Trump que pour Biden. Pour Biden, c'est une majorité des femmes, plus nette qu'il y a 4 ans, face à Clinton, de la population noire, même si il y a une petite évolution qui est un peu surprenante. Il y a 4% de Noirs en plus qui auraient voté, selon un sondage sorti des urnes publié par le New York Times, qui auraient voté pour Biden, ainsi que des Latino-Américains, les gens venus du Mexique, d'Amérique centrale et d'ailleurs, qui ont voté Biden à environ 70%. Et là aussi, notamment dans un État tel que la Floride, il y a une augmentation des voix par rapport à il y a 4 ans en faveur de Trump. Bon. Mais ce qui est important, peut-être le plus important à souligner, c'est le vote en fonction du revenu, du foyer. Chez les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par mois, ce qui aux États-Unis n'est pas beaucoup,
En France, 50 000 euros, ça serait relativement beaucoup. Ce n'est pas beaucoup aux États-Unis, puisque la vie est plus chère, surtout dans les centres urbains. Biden est très nettement majoritaire. Il reçoit 57% des voix contre 42% pour Trump. Pareil, dans ce qui est considéré un revenu moyen entre 50 000 et 100 000 dollars, Biden a 56% des voix. En revanche, pour tous les foyers qui gagnent plus de 100 000 dollars, c'est-à-dire la classe moyenne qui commence à être aisée, et puis les riches, hein, là, c'est Trump qui est très nettement majoritaire. Donc, il n'y a pas seulement une différence entre un vote rural et un vote urbain, il y a aussi une différence très nette en fonction des revenus, de la situation sociale. Et donc, il y a un vote essentiellement, disons, de salariés populaires en faveur de Biden. Et c'est ce qu'on a vu dans les États qui lui ont donné la victoire finalement. Hein, on savait que les électeurs démocrates, essentiellement ceux des quartiers ouvriers populaires, allaient voter très, très majoritairement sous la forme du vote par correspondance, que le vote direct le jour même, le mardi 3 novembre de l'élection, serait comptabilisé d'abord. Et donc, on a vu dans toute une série d'États Trump qui avait des différences, des avances de 200, 300, 500 000 voix. Et au fur et à mesure que les votes par correspondance commençaient à être comptabilisés, Biden prenait le dessus. Bon. Et essentiellement, ce qui a déterminé l'élection, c'est le vote de 3 régions ouvrières et populaires, avec une population de couleur, c'est-à-dire noire et latino, très importante. La ville de Boston, qui est une très grande agglomération avec ses banlieues, hein, qui a voté très majoritairement pour Biden. Détroit, dans le Michigan, où le vote est de 94% en faveur des démocrates. En Pennsylvanie, Philadelphie et sa région, hein, qui représente 40% des voix de l'État et qui, pareil, ont voté très majoritairement pour les démocrates. Et à Atlanta, c'est-à-dire en Géorgie, la principale ville de Géorgie, le vote d'Atlanta qui est arrivé à la fin et qui a donné également la victoire aux démocrates. Donc ça, c'est important aussi parce que, comment dire, ces résultats-là sont en partie, dans une large mesure, le résultat de l'activité de militants du Parti démocrate liés au Parti démocrate localement, qui ont organisé les gens. Hein. En Géorgie, une dirigeante démocrate, celle qui avait été candidate au poste de gouverneur il y a 2 ans, qui avait perdu de peu, elle a organisé un mouvement pour inscrire massivement la population sur les listes électorales. La politique des républicains dans les États qu'ils dirigent, c'est de tout faire pour que les gens ne s'inscrivent pas et ne votent pas. Hein, c'est une des façons qu'ils ont de rester au pouvoir. La même chose à Philadelphie, la même chose à Détroit. Hein, il y a une participation qui était beaucoup plus importante que prévu. Et c'est ça qui a fait basculer cette élection, que sinon, les démocrates auraient très probablement perdu. Les démocrates pensaient qu'il allait avoir une vague bleue, qu'ils allaient submerger Trump, surfer sur un sentiment de rejet, et ça n'a été pas du tout le cas, notamment dans 2 États du Sud où ils pensaient peut-être avoir une chance de gagner, le Texas et la Floride, pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils se sont contentés, ils avaient beaucoup plus d'argent que les républicains,
de dépenser des masses d'argent en spots télévisés, en mailing, en envoi de courrier, etc. Et ils n'ont pas fait du tout une action de terrain pour essayer de convaincre les gens, alors que les républicains, eux, se sont organisés, le mouvement trumpiste était organisé et allait frapper à la porte des maisons. Ils auraient rencontré 2 millions de personnes au Texas et 1 million de personnes en Floride. Et ça aurait été un des éléments déterminants qui les aurait aidés à gagner. Bien, donc on a eu cette polarisation extrême. Il y a maintenant donc une victoire qui apparemment est avérée pour Biden. Ce n'est pas le cas au Sénat, comme je l'ai dit, où pour l'instant il y a une majorité pour le Parti républicain. Comme pour être élu sénateur, il faut avoir 50% des voix, ce qui n'a pas été le cas dans les deux circonscriptions de Géorgie. Ces deux élections seront rejouées début janvier, au mois de janvier. Ça va être un enjeu très important de campagne. Bon, les deux partis vont se battre là-dessus. Au niveau de la Chambre des représentants, là aussi, contre ce qui était prévu, les démocrates ont perdu des sièges. Ils gardent leur majorité à la Chambre des représentants, mais ils ont perdu, pour l'instant, ces 5 ou 6 sièges. Ils vont sans doute en perdre un peu davantage. Et ça reflète le fait qu'ils n'ont pas fait, dans beaucoup d'endroits, une campagne de terrain militante en pensant gagner sur la base juste d'une présence médiatique et en bénéficiant d'un sentiment de rejet. Et on s'est aperçu que la base qui s'était formée autour de Trump, par rejet de la politique institutionnelle, par rejet de ce qu'étaient traditionnellement les partis, le Parti démocrate, mais aussi le Parti républicain, eh bien, cette base continue à exister de manière relativement solide. Donc aujourd'hui, on a une situation, vous avez vu, dans laquelle Trump ne reconnaît pas sa défaite. Il dit que il y aurait eu des trucages, etc. Il engage des actions en justice. Et ça fait, ça appelle à réfléchir à une chose qui avait été mise en avant par certains secteurs, notamment de la gauche du Parti démocrate, à savoir le fait qu'il y aurait peut-être un danger pour l'institutionnalité aux États-Unis, voire même avaient avancé certains un danger de coup d'État. Alors, je dis ça parce que cette question avait été mise en avant, y compris par des militants de gauche, par certains militants qui se réclament du socialisme, et ça avait justifié de leur part une chose qui est assez inédite du point de vue de militants socialistes ou socialistes révolutionnaires, à savoir le fait d'appeler à voter pour Biden, qui est quand même le candidat d'un parti du régime. Alors, cette idée de coup d'État, je pense, est à écarter. D'abord, la grande bourgeoisie, les secteurs les plus forts et les plus concentrés du capital veulent défendre l'institutionnalité, le fonctionnement du régime, ainsi que les secteurs de l'appareil de répression. On ne peut pas faire un coup d'État si on n'a pas l'armée. Et l'armée, notamment la caste des officiers, qui est l'élément central, outre le fait qu'elle est attachée au respect des institutions, était dans cette élection-là majoritairement en faveur de Biden. Il y a une revue militaire et un site internet également qui est
enfin fait par d'ex-militaires et qui est à destination de l'armée, qui s'appelle Military Times. Il y a qui a publié un sondage au mois d'août où il apparaissait que 60% des officiers étaient en faveur de Biden. Bon. Ce qui s'explique par le fait que ils sont contre le retrait d'Afghanistan que Biden veut organiser, ils sont contre quitter l'Europe et notamment l'Allemagne, ce que Trump veut faire maintenant avant de partir. Ils étaient également opposés à ce qui s'était passé au retrait de Syrie, la façon dont les États-Unis s'étaient désengagés, y compris, c'est une question d'honneur militaire, en abandonnant les gens qui avaient été leurs troupes au sol dans la bataille contre l'État islamique, à savoir les Kurdes. Donc il y a un grand sentiment dans l'armée qui était plutôt favorable, exceptionnellement, parce que c'est en général pas le cas, mais cette fois-ci aux démocrates et à Biden. Alors évidemment, ça n'allait pas empêcher Trump, on le savait, de proclamer le soir de l'élection sa victoire, ce qu'il allait faire, ce qu'il a fait, ni de déclarer maintenant qu'il est volé, qu'il y a des tromperies, de la triche dans les élections, etc. Et d'engager toute une série de recours. Sa nièce Marie Trump avait publié, qui est une psychologue américaine assez connue, avait publié il y a quelques mois un livre sur son oncle où elle le décrivait comme un psychopathe. Le type est effectivement un peu cinglé et elle a déclaré là récemment que après avoir perdu les élections, il est comme un enfant à qui on vient de voler son jouet et qui se braque, etc. Donc je pense que il y aura peut-être une forme de crise politique aux États-Unis, mais les choses vont néanmoins rentrer dans le rang et l'État va nécessairement se regrouper autour de ceux qui représentent aujourd'hui le régime, la poursuite de la politique traditionnelle des États-Unis, à savoir le couple entre Joe Biden et Kamala Harris. Alors, quelles sont leurs perspectives ? On a vu ces derniers jours, vous savez que Bernie Sanders s'était rangé sans réserve derrière Biden. Certains de ses soutiens ont lancé des ballons d'essai en disant que Biden devrait être au gouvernement et le nouveau secrétaire, c'est-à-dire le nouveau ministre du Travail du gouvernement. Biden veut faire ça, veut faire quelque chose, sans doute avant de mourir. Mais ça n'en prend pas la direction. Les premières annonces de Biden sont qu'avant tout, il tend la main aux républicains, à un secteur du Parti républicain et en général à tous les républicains. Il dit qu'il n'y a pas d'État bleu, d'État rouge, la couleur des républicains, il n'y a pas de démocrates, de républicains, nous sommes tous des Américains et je veux gouverner pour tous, y compris pour ceux qui n'ont pas voté pour moi, etc., etc. Déjà dans la campagne, il avait mis en avant les quelques républicains qui le soutenaient. Quand il avait fait sa convention, qu'il avait nommé au poste comme candidat du Parti démocrate, il avait fait intervenir l'ancien gouverneur républicain de l'Ohio, John Kasich, ce qui a eu très peu de résultats électoraux parce que l'Ohio, il a perdu très, très largement. Il avait monté en épingle également un groupe d'anciens conseillers de Bush, de différents gouvernements républicains qui s'appelle le Lincoln Project, qui avait pris position pour Biden, fait campagne pour Biden, pareil.
ça a eu très, très peu de résultats. Ce qui a fait la victoire des démocrates, c'est encore une fois un certain nombre de concentrations ouvrières et populaires dans les grandes villes, et normalement, et notamment dans les populations les plus marginalisées. Mais ça, c'est la politique de Biden, c'est l'ouverture à droite. Donc poursuivre la politique du capitalisme américain comme elle a toujours été menée, en faisant les choses de manière un peu plus civilisée que Trump, hein, en revenant peut-être au niveau international à un peu plus de multilatéralisme, au moins dans les apparences. Notamment, il a annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Bon, il va faire une politique sans doute plus sensée face à la pandémie du Covid, hein, où bon, l'administration Trump a fait une catastrophe parce que Trump et une partie de ses soutiens étaient dans le déni le plus complet. Mais il y aura sans doute des mesures de Biden qui seront mises en scène pour, disons, l'égalité pour les personnes de couleur, la promotion d'un certain nombre de gens, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau des entreprises, des conseils d'administration. Et peut-être que Biden mettra en œuvre une de ses promesses, qui est c'était une revendication du mouvement social, qui était de relever le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Bon, une mesure, 15 $ de l'heure, qui existe déjà dans une série de villes et d'États des États-Unis. Il faut savoir que le salaire minimum fédéral est aujourd'hui de 8 $. Bon, mais 15 $ de l'heure, ça veut dire, bon, si on travaille 40 heures, à peu près 2 500 $ par mois, donc 30 000 $ par an. Aux États-Unis, où la vie est plus chère qu'en France, c'est la pauvreté. Hein. Les gens qui gagnent moins de 50 000 $, surtout dans les grandes villes, vivent très chichement, voire ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, bon, ça, c'est la... Bon, au niveau de la politique internationale, par rapport à la Chine, parce que la Chine est le principal concurrent des États-Unis, c'est la Chine qui est le problème essentiel, la menace pour l'hégémonie états-unienne. Biden a, comment dire, une politique... Il a critiqué Trump en disant que Trump faisait beaucoup d'annonces, mais ne prenait pas de mesures pour freiner, de mesures réelles pour freiner l'influence chinoise. Donc, bon, ça va être la politique de Biden. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement significatif. Il n'y aura pas de satisfaction des revendications des mouvements sociaux et de la population, alors même que des mesures telles que la sécurité sociale pour tous garantie par l'État, c'est-à-dire Medicare for All, le droit à l'IVG, qui est remise en question dans toute une série d'États et qui risque d'être plus remis en question par la Cour suprême, les revendications d'augmentation de salaire, etc. Toutes ces choses, quand il y a des sondages, on s'aperçoit que c'est soutenu par une majorité de la population, y compris par ce qu'a été dans cette élection la base de Trump. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre de l'administration Biden. Cette politique-là, elle continue à nourrir le populisme de droite réactionnaire, nationaliste, sur lequel Trump a surfé. Et la seule solution, ça sera de construire de grands mouvements de masse, de grandes mobilisations qui
sont les moyens d'obtenir des acquis. Hein. On a vu avec le mouvement Black Lives Matter, il a obtenu non seulement que les flics arrêtent de tuer systématiquement les Noirs, même s'il y a toujours eu malheureusement des morts, il a obtenu qu'une série de villes fassent sortir la police des écoles, des universités, que d'autres diminuent les budgets de la police pour affecter des sommes aux services sociaux qui étaient dépourvus de tous les moyens nécessaires. C'est la même chose pour les mobilisations qui sont passées au début du premier confinement aux États-Unis, hein, qui ont obtenu un certain nombre d'acquis sur les lieux de travail. C'est ces questions-là qui peuvent commencer à changer les choses aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, je parlais de la gauche états-unienne, qui est relativement nombreuse. Il y a 20% des gens, grosso modo, qui se considèrent de gauche. Une grande partie dans le Parti démocrate, beaucoup d'autres en dehors aussi. Il y a une organisation qui a plusieurs dizaines de milliers de militants qui s'appelle les socialistes démocrates d'Amérique. Tous ces gens-là, disons que la perspective reste, et bon, je sais que les camarades de Left Voice vont en parler, d'arriver à construire un parti qui représente réellement les intérêts des exploités, des opprimés, pas ceux de Wall Street, c'est-à-dire la question de la rupture avec le parti démocrate, la constitution d'une organisation, d'un parti, des travailleurs pour le socialisme, etc. C'est une question qui est et qui va être de plus en plus posée aux États-Unis, hein, dans la situation de tension, de crise. Hein, il y a 12% de chômeurs encore aujourd'hui. Hein, il y a la pandémie, il y a tous ces problèmes. C'est les tâches auxquelles les camarades états-uniens sont aujourd'hui confrontés. Je crois qu'ils vont en parler maintenant. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ta présentation, c'était très intéressant et très complet. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on visionne la vidéo de Madeleine Freeman. Donc Madeleine Freeman fait partie du comité de rédaction de Left Voice qui est le quotidien en langue anglaise du réseau international La Izquierda Diario. Dont Révolution Permanente fait aussi partie. Donc c'est une vidéo de 17 minutes qui revient sur la manière dont Left Voice intervient et je pense que ça peut nous apporter vraiment un point de vue intéressant. Malheureusement, elle ne pouvait pas participer au live parce qu'avec le décalage horaire, en fait, on est en journée aux États-Unis, donc malheureusement, elle travaillait. Mais donc voilà la contribution que vous allez entendre maintenant. Hi, comrades. Thanks very much for having me here to speak with you today. My name is Madeleine Freeman, and I'm a member of the editorial board of Left Voice, the English language section of La Izquierda Diario International Network. I'm speaking to you here today from New York City, where after 5 days of counting ballots and escalating tensions across the country, Joe Biden and Kamala Harris have just won the presidential election, ousting Donald Trump and Mike Pence after just 4 years in office. All over the United States, people are out in the streets celebrating this as a huge victory against the right. And the bourgeois media is trying to paint this as a decisive victory for democracy in the United States. And even many on the left, from the reformist sectors of the DSA to sectors of the Black Lives Matter movement, are claiming Biden's election as a victory. They may not like Biden's policy, but they do celebrate Trump's defeat, and they have illusions, real illusions, that a Biden presidency represents a return to normalcy that puts them and the entire working class on better footing to fight for their demands. But as we've said frequently from the pages of Left Voice, while we too are happy we're happy to see Donald Trump's removal from office, of course, we know that Biden's win is not a victory for working people and the oppressed across the world.
It's not a victory for the Black Lives Matter movement or for the working class abroad who will feel the effects of U.S. imperialist aggression. It's not a victory for the millions of people who will suffer capitalist attacks under a Biden administration as the economic crisis deepens. And the results of this election showed nothing else than that U.S. democracy is struggling to keep its balance as the world watches. And if anything, this election has shown us that shows us the contours of a deep social and political crisis that's unfolding in the United States, one that has its origins in the aftermath of the 2008 financial crisis and which saw the rise of Donald Trump and the popular movement around Bernie Sanders in 2016. By all indications, Joe Biden's election is not the conclusion of this process, but the beginning of another chapter in it, the part of a lengthy crisis that will continue to plague the U.S. regime and the bourgeois interests that it represents. Because according to all the bourgeois polls, this was supposed to be a landslide victory for Biden, for Kamala Harris, and the Democratic Party. More specifically, it was supposed to be a referendum on Donald Trump and the rejection of everything that he stood for. The combination of a catastrophic mishandling of the pandemic, the freefall of the economy, and Trump's rejection and criminalization of the Black Lives Matter movement was supposed to hand Biden the presidency on a silver platter. Indeed, as sectors of capital lined up behind Biden in the weeks leading up to the election, it seemed sure that he'd win by huge margins. But what we saw instead was an election that was much closer than expected, with huge turnouts for both bourgeois candidates. Biden may have won more votes than Obama did in 2008, but Trump won more votes than he did in 2016. Biden only beat him by a couple of percentage points. And so while Biden was able to flip states that went to Trump in 2016 and to flip others that historically went to Republicans before that, what the huge turnout for Trump shows us is that Trumpism itself is unlikely to go away just because Trump leaves office. There are still entire sectors of the population, sectors that grew in this election, that see Trump as a viable alternative to the status quo neoliberalism that bailed out Wall Street in 2008 and left millions of people to go bankrupt, to lose their jobs, businesses, and homes, and to go massively into debt. And then, of course, there's the far-right white supremacist sector of Trump's base that, as we saw during the Black Lives Matter movement, has become emboldened by 4 years of a Trump presidency. They might be small and relatively unorganized, but it's clear that they're not going away. And now that Trump is saying that the election was stolen from him, now that he's trying to contest the results, they're likely to mobilize to defend him in some ways, and as many already have outside of polling stations and in cities across the country this week. And so this all paints a picture of a polarized electorate, one that's artificially divided between bourgeois visions of how to respond to the current crisis without with, on the one hand, neoliberal establishment on the one hand and right-wing populist rhetoric on the other. But I say artificially because the Democrats and the Republicans, of course, hold a monopoly on political power in the United States. There's a whole host of institutional and subjective factors that stand in the way of the emergence of so-called third parties in the electoral arena. And so while the U.S., like any other country, is politically diverse, millions of people who are forced to choose between two candidates who stand in complete opposition to the issues that are most important to them. The working class has no political representation of its own. And so while Joe Biden and old-school neoliberalism may have won this time around, they did so without overwhelming enthusiasm. Though, of course, there are sectors who have illusions in Biden and Harris to bring the U.S. back to normal after 4 years of Trump, there are still many others who voted for Biden just because he's not Trump. And this, of course, has important implications for the socialist left in the United States and the prospects moving forward. More particularly, that Joe Biden was able to secure the presidency at all is due in no small part to the influence of the Black Lives Matter movement, which was an uprising of unprecedented proportion in the United States that brought millions of people, many of them part of a multiracial, newly radicalized generation of young people, into the streets for months on end, day after day, night after night. They calling for the defunding or even the abolition of the police, these protests revealed the cracks in the racist foundations of U.S. capitalism. And as you know, they had reverberations across the world. They showed a new generation of people, not only that the police are beyond reform, but that in fact they're part of a much larger system that's designed to oppress the working class. And this expressed itself importantly in the fact that the anti-police uprisings in the U.S. held a majority of public support.
As we're fond of saying here, at one point, the burning down of a police station in Minneapolis had higher approval ratings than Trump. And this support expressed itself in the election results. Surveys taken after voters cast their ballots this year indicate that the second most important issue on voters' minds during the election was race. This shows, on the one hand, the immense strength and influence of the Black Lives Matter movement, but on the other hand, it shows that the Democratic Party, in no small part due to its newly revitalized progressive wing, and despite its long history of racist policies and pandering, was able to co-opt the movement and funnel its energy into support at the polls. Because though Joe Biden made his career in the Senate with segregationist policies, even though he wrote legislation that put millions of black people into prison and chose a running mate who calls herself the top cop, he and the Democratic Party are seen by many as a lesser evil to Donald Trump, who was a president who sent in the National Guard to repress protests, who called on his far-right base to restore law and order, and who criminalized protesters standing up against police terror and anti-black racism. So in this way, the rejection of Trump in the elections this year, explicitly because of his xenophobic and white supremacist policies, shows a certain leftward shift of the consciousness of a large sector of the public, who overwhelmingly, as I said, supported the Black Lives Matter movement this summer. But if we consider this support for Biden by looking at the organized left in the US, we see something else entirely, right? We see instead a definitive shift to the right and a further legitimization of the Democratic Party and the US political system as a whole as a vehicle for progressive change, as a tool to fight against the right, or even to help along in the fight for socialism. And that's what the revolutionary left is up against as Joe Biden prepares to take office next year. And as I said before, the issue of class independence is already an uphill battle in the on the US left, as we saw with the sweeping support for Bernie Sanders, who ran on the Democratic Party ticket. But the support for Joe Biden was something else. As soon as he became the Democratic Party candidate, the logic of lesser evilism held unchallenged influence over the socialist left, whether it was reformist organizations or centrist groups that called themselves revolutionary. No one was saying not to vote for Joe Biden, or very few people were. The choice was presented as nothing less than Biden versus fascism. People were saying that a vote for Biden was really only a vote for Donald Trump, even though the politician they were calling on people to vote for is a bourgeois candidate who offered absolutely nothing to the left, who's a proud imperialist, who's a racist, sexist, who's a friend of Wall Street, and who categorically rejects every single policy that many people on the left organized very hard for over the last several years, and a candidate who lines up with Trump on many of the issues, even though his rhetoric is different. And despite all of this, there were virtually no calls against voting for Biden anywhere in the left, or making any attempt as the working class to create our own political representation. Just as a small example, the Democratic Socialists of America, which is a multi-tendency organization of over 70,000 members, basically threw its weight behind Biden. After spending years campaigning for Bernie Sanders and railing against the political establishment and calling for political revolution, they stepped right in line behind Biden and the Democratic Party. And though as an organization they never endorsed Biden officially, most of their members campaigned for Biden, most of them voted for Biden, and all of their endorsed candidates who are in the Democratic Party supported Biden and openly called for unity with him against Trump. There was no significant pressure from within that organization to organize for class independence in a way that could have had a decisive impact. Importantly, though, this put these organizations, the DSA and others, squarely to the right of the vanguard of the Black Lives Matter movement, whose experience over the summer being beaten by the cops on the orders of both Democrats and Republicans alike taught them to mistreat both parties of capital. And rather than push these sectors to the conclusion of class independence by providing an alternative, rather than trying to link the anti-racist movement with the labor movement, these organizations, which didn't have strong roots in the BLM movement to begin with, simply allowed the movement to be largely co-opted by the Democratic Party and to direct its energy towards the polls. And that means that they also didn't appeal to other sectors of the population who also don't have illusions in the two-party system.
And so as Left Voice, as a publication, throughout the election, we maintained a position of class independence, saying that a vote for either candidate of capital undermined socialist effort to become a political force in their own right. On our website and in our interventions on the ground in the Black Lives Matter movement and within sectors of healthcare workers, we fought hard against the idea that Joe Biden, who's a proponent of the Iraq War, a vice president who supported drone strikes and millions of deportations, who said that he'd tell cops to shoot people in the leg, was some sort of alternative for the working class and oppressed. We argued against the idea that the Democratic Party could do anything or would do anything to stop the rise of the right, which is a real worry for millions of people across the country. Instead, we argued for the working class and oppressed to form their own political organizations that could actually stand a chance against the attacks of the right, against the austerity that's sure to follow the economic crisis under a Biden administration, and against the imperialist attacks that both parties will use to oppress the working class across the world. We argued for the necessity of the movement in the streets against police terror to link up with the labor movement and the struggle of essential workers fighting for safe conditions during the pandemic, using our website to reach many more people than we physically have. We use these sort of unpopular views to discuss against the logic of lesser evilism with our readers and periphery, and to argue for the need for independent political organization of the working class. And now that Biden has won the presidency, the sectors of the left who said that they'd vote for him on election day and then fight against him the very next day are going to be put to the test. And so that means that the most pressing task for the revolutionary left in the United States is to dispel any illusions that people might have in the Democratic Party, whether it's the newly radicalized sectors from Bernie Sanders in 2016 or those in the BLM movement. We need to lead them to the conclusion that we have to build a fighting organization of our own to face the next period, to show that the only solutions to the crises that we face are in the hands of a united working class that uses its own methods to fight for its interests. But there's a long way to go, of course, before Biden takes office, and time's not going to just stand still until January. With the simmering BLM movement and the resurgence of the pandemic and the continuing economic crisis, it's likely that the terrain of class struggle is going to shift in the coming months. And of course, the way that a Biden presidency will go and the prospects for the revolutionary left in the US in this period of crisis depends entirely on the development of this class struggle and the continued crisis of the US political parties. Meanwhile, the Black Lives Matter movement has surely retreated, but it hasn't disappeared. There's still a small vanguard that has returned to the streets in the aftermath of the elections, who are calling into question the undemocratic nature of the electoral system and continuing to protest Trump's attempts to contest the election. And these protests are in no way massive, but what they show is that tensions are still building. Though the elections have released some of the pressure, there's still no resolution. There was never any resolution to the challenges posed to the regime by the Black Lives Matter movement. Therefore, there is space opening for the revolutionary left to push for revolutionary conclusions, to highlight the undemocratic nature of the regime, and to dispel any illusions at all that the Democratic Party would stand with the anti-racist movement in the streets under a Biden presidency. Because while there might be a change in who sits in the White House, what's not going to change is that the state is going to systematically murder Black and brown people with relative impunity. And neither political party will be able to resolve this. And it's likely that any resurgence in class struggle will occur first within the Black Lives Matter movement. And of course, the pandemic and all of this and the economic crisis aren't going to go away. Coronavirus cases and deaths are on the rise across the country, especially in rural areas that are the base of Trump's support and which were not hit hard by the first and second waves, and we're facing the threat of another shutdown. And the economic situation is still very much in flux. Though Wall Street has gotten its president, the majority of working people and poor people continue to suffer the effects of the recession, and Biden is going to be the one tasked with addressing both the pandemic and the economic crisis, likely by trying to implement classical neoliberal austerity, which will spell disaster for millions of poor and working class people. And right now, there's not much activity from the sectors of essential workers who spearheaded the struggle at the beginning of the year. But as we enter new phases of the pandemic and the economic crisis, it's not out of the question that we'll see a revival of class struggle there. And then in the political terrain, though the Democratic Party now holds control over the presidency and the House of Representatives, the Senate's likely going to the Republicans. And this is the best scenario for the sectors of capital who will capitalize off of the stability of a
Biden presidency and take advantage of the blockage of any remotely progressive reforms in the Republican-controlled Senate. And so in a sense, this presents a challenge for any potential concessions to the working class from a Biden administration, but subjectively, the expectations of the masses are high. They don't like Biden. They don't have any enthusiasm for him. And the sectors that were awakened by the Sanders campaign in 2016 and the BLM movement this year show no signs of going back to sleep. They're demanding change that the current order just can't give them, though it might be forced to try, right? So the scenario provides ample space for the revolutionary left to intervene with its politics, both in defending itself against the right wing and the deepening economic crisis. It'll be difficult road ahead for the fight against both reformism and a sector that rejects bourgeois politics altogether. But in the last year, we've seen immense shifts in consciousness, first with the opening of class struggle by essential workers in the early days of the pandemic, and then by the explosion of the Black Lives Matter movement in the streets. And if we know one thing for certain, it's that the bourgeois regime will have ample opportunities to slip up in the coming period of crisis. And this opens new terrain in which the revolutionary left could emerge as a tendency truly capable of having influence in class struggle that materializes in the coming period, and of uniting the anti-racist movement in the streets with the struggle of the labor movement. This opens space to fight for the perspective of class independence and of building organizations of our own that will fight against every attack against the working class in the United States and across the world with a perspective of fighting for socialism. Donc, c'était, je pense, très important d'avoir la perspective d'une révolutionnaire américaine, de quelqu'un qui, au quotidien, était présent avec son organisation dans les manifestations de Black Lives Matter, qui soutenait les travailleurs des secteurs essentiels de cet hiver quand il y a eu des grèves, notamment chez Amazon et puis chez d'autres entreprises de la grande distribution. J'avais une question du coup auquel j'ai pensé pendant l'intervention, Jean-Philippe. Effectivement, ce mouvement Black Lives Matter a été vraiment central dans l'actualité des luttes aux États-Unis. À la fin du printemps, tout cet été, à nouveau à la fin de l'été et au début de l'automne, où en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'une personne de couleur est abattue par la police, il y a très souvent des mouvements qui se créent. Jean-Philippe, du coup, quelle est ton impression? Qu'est-ce que tu penses que ce mouvement peut mettre en place? Et est-ce que ça va être un problème pour le nouveau gouvernement Biden? Est-ce que tu penses que de ce mouvement peut sortir, un petit peu comme Madeleine l'a mis en avant, qu'il y avait la possibilité que de ce mouvement sorte une nouvelle forme de radicalisation et un secteur qui se délimite clairement du Parti démocrate et qui voit en fait dans le Parti républicain comme le Parti démocrate des partis de la bourgeoisie qu'il faut combattre? Écoute Tristan, moi honnêtement je ne sais pas. Hein. Black Lives Matter, c'est le plus grand mouvement de masse qu'il y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis. Parce que les estimations, c'est qu'il a mis dans la rue 26 millions de personnes, ce qui ne s'est jamais vu aux États-Unis. Même pas, ni dans les années 70, ni, même si la population était moins nombreuse évidemment, dans les années 30, qui était la dernière vague très importante de lutte. Maintenant, comme beaucoup de mouvements, mais on l'avait vu avant avec le mouvement Occupy Wall Street, on l'avait vu avec d'autres mouvements, des trucs sur le climat, etc. Le problème, c'est qu'il y a une difficulté, me semble-t-il, hein, à cristalliser ces mouvements, leurs revendications en des organisations permanentes. Hein, qui organise les gens de manière un peu plus dans la durée. Parce que Black Lives Matter, c'est un hashtag, c'est un label. Ce n'est pas une organisation nationale. C'est quelque chose qui a été lancé par quelques personnes, des femmes d'ailleurs, des femmes noires. Hein. Et il y a plein de groupes locaux qui ont repris ça et qui se revendiquent
voilà, bon, et qui organisaient des mobilisations. Et ce mouvement existait essentiellement autour de mobilisations qui ont été déclenchées par une série de meurtres racistes, dont celui de George Floyd, qui a été l'étincelle qui a mis des millions de gens dans la rue, quoi. Donc, un problème, il y a eu pas mal de mouvements sociaux aux États-Unis. Un problème, c'est un peu la même chose au niveau du mouvement syndical, hein. Il y a des syndicalistes qui essaient depuis des années, construisent un réseau, ça s'appelle Labor Notes, hein. C'est des syndicalistes d'obédiences diverses, beaucoup sont des socialistes, organisés ou non d'ailleurs, hein, et qui, voilà, et je pense que c'est un peu la tâche, et pour des militants révolutionnaires socialistes, pour nos camarades aux États-Unis, je pense que le problème, c'est un peu d'arriver à construire ces mouvements de manière un peu pérenne. Bon, maintenant, moi, j'ai l'impression que quand ils prendront leurs fonctions, c'est-à-dire le 20 janvier, et si Trump refuse de sortir de la Maison-Blanche, c'est le service secret qui le fera sortir, hein, parce que, je répète, Trump-Harris, c'est l'institutionnalité bourgeoise impérialiste aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Trump sortira de la Maison-Blanche. En même temps, ça veut dire qu'il n'y a évidemment aucun type de confiance à avoir dans ce gouvernement qui, comme a dit la camarade tout à l'heure, va appliquer l'austérité, qui va suivre la crise économique. Il n'y aura pas une amélioration des budgets, des services sociaux, il y aura des coupes encore plus violentes, il y aura des baisses de salaire, il y aura une dégradation des conditions de travail, etc. Par rapport à tout ça, je pense, la première tâche, c'est de construire une résistance de masse avec des organisations pérennes, hein, qui puissent, en sachant qu'il y a un gros problème avec la bureaucratie syndicale aux États-Unis. On parle souvent de la bureaucratie syndicale en France. Aux États-Unis, elle est encore 10 fois plus corrompue que chez nous. Martinez, c'est un radical à côté des dirigeants de la FL-CIO. Donc, je pense que c'est une lourde tâche. Et de ce point de vue-là, je dirais que le mouvement socialiste, mais au sens large, hein, parce qu'il y a beaucoup d'organisations révolutionnaires, enfin beaucoup, il y a quelques organisations révolutionnaires, petites, limitées en nombre, même si elles jouent un rôle très important. Il y a un mouvement socialiste large, et je pense que c'est important de porter ces tâches face avec ses camarades et d'essayer d'en convaincre, de prendre ça en charge. Tu prends DSA, il y a... ils ont joué un rôle important dans une série d'États, dans les grèves enseignantes il y a quelques années, dans les États républicains, hein, compris un gars comme Éric Blanc, qui est l'aile droite un peu de DSA, hein, puisque Éric Blanc est un camarade qui a pris position pour faire la campagne de Biden, y compris contre son propre courant, qui s'appelle Socialist Call, ou Bread and Roses, c'était le nom de la tendance au dernier congrès de DSA. La majorité de cette tendance a pris position contre soutenir Biden, pour rester sur la résolution du congrès national de DSA, qui était Bernie or bust, hein, c'est Bernie ou rien, on n'appelle pas. Hein, et bon, ça, je pense que c'est un point d'appui, quoi. Mais des gens comme Éric Blanc ont joué un rôle pour organiser les enseignants et d'autres, hein, et d'autres militants. Et je pense que c'est une tâche très importante des socialistes aux États-Unis. Mais maintenant, je ne suis pas là-bas, je n'ai pas de conseils à donner. Un gros problème, c'est, je dirais, à la limite, nous, on est plus habitués à avoir des structures un peu permanentes de mobilisation, tu vois.
c'est peut-être moins explosif qu'aux États-Unis, parce que BLM, Black Lives Matter, c'était complètement explosif. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester? C'est vrai que la camarade l'a dit, que des secteurs ont été cooptés plus ou moins par l'appareil démocrate. Après, on va voir. Je pense que Biden et Harris, ils vont essayer de faire mettre la pédale douce à la police. Ils ne sont pas pour que la police tue les gens dans la rue comme ça. Alors que Trump, qui est un raciste, un gros salopard raciste, lui, ça ne le gênait pas du tout. C'est des bourgeois plus policés, Biden et Harris, quoi. Ils veulent des relations un peu, ils veulent moins de problèmes. Mais on ne sait pas. Il peut se passer quelque chose. Il peut se passer n'importe quoi. Tu as des groupes fascistes aux États-Unis qui sont en train de s'organiser dans la mouvance de Trump, les Proud Boys et ces gens-là. Ils ont voulu séquestrer et juger la gouverneure démocrate du Michigan. Et c'est le FBI qui a déjoué le complot qui les a mis en prison. Dans ce pays-là, mon impression, c'est qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi. Tu vois, mais je n'ai pas de boule de cristal. Ben, merci pour ta réponse. Pour continuer, il y avait des interrogations aussi par rapport à l'impérialisme américain. Donc, il y a des analystes qui mettaient en avant le fait que, soi-disant, sous l'administration Trump, les États-Unis n'avaient pas vraiment mené de guerre ouverte et que, en fait, ça allait changer énormément par rapport à ça. Est-ce que tu peux commencer par nous caractériser un petit peu ce que c'est l'impérialisme selon Trump? Donc, qu'est-ce que ça a été les manifestations les plus importantes de l'impérialisme sous Trump et ce qui pourrait éventuellement changer? Du coup, comment peut-être aussi les mouvements socialistes dans les pays étrangers peuvent s'organiser pour créer un front anti-impérialiste américain pour remettre en question, non pas seulement au niveau national dans chaque pays, mais au niveau international, le refus de l'impérialisme, de la domination américaine, que va sans doute essayer de remettre en place Biden avec peut-être une intervention plus agressive, alors peut-être pas plus agressive, mais en tout cas plus importante des États-Unis sur la scène internationale. C'est difficile. Dans un sens, l'administration Trump était moins interventionniste que les administrations démocrates. Trump veut en ce moment, dans ces 2 derniers mois de mandat, rapatrier toutes les troupes américaines qui restent en Afghanistan. Et le Pentagone résiste, et les chefs de l'armée résistent. Je pense que Biden et Harris sont pour garder des troupes là-bas, pour surveiller le processus, pour éviter un retour des talibans au pouvoir. Ce dont Trump se fout un petit peu. Et les talibans en Afghanistan, tant qu'ils n'attaquent pas les États-Unis avec des avions, ils s'en fichent. Biden et Harris ont plus un sentiment de responsabilité impérialiste par rapport à ça. En même temps, pour les États-Unis, c'est surtout l'Amérique latine qui est important, qui est l'arrière-cour. Et Trump avait une position très agressive vis-à-vis de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua. Il a imposé des sanctions très dures. Il a confisqué les avoirs de la compagnie de pétrole vénézuélienne. Je pense que Biden et Harris mèneront la même politique sur le fond, mais de manière sans doute plus, comment dire, en alternant la carotte et le bâton. Rappelez-vous que Obama avait engagé une ouverture par rapport à Cuba. Il avait desserré toute une série de sanctions historiques, ce qu'on appelle le blocus. Il avait permis à des entreprises américaines d'investir dans le tourisme et dans d'autres secteurs. Et le tourisme pour l'État cubain, c'est une part très importante de ses revenus. Trump a fermé tout ça. Il a une politique, je ne sais pas, par
anticommunisme, entre guillemets, même si pour nous, ce n'est pas un régime communiste, hein, c'est un régime bureaucratique, hein, ce qui n'empêche pas qu'on défende l'indépendance de Cuba et les acquis du peuple cubain, hein, c'est pas ça le problème. Donc c'est possible que Biden revienne de la même manière qu'il va réintégrer l'accord de Paris sur le changement climatique, qu'il va réintégrer probablement une série d'organismes multilatéraux, hein, alors que Trump, c'était le bilatéralisme au rapport de force avec chaque État, y compris avec l'Europe. Hein. Biden aura beaucoup plus une position pro-Union européenne. Donc voilà, je pense qu'ils vont faire une politique un peu plus intelligente. Je ne sais pas si ça donnera des résultats, parce que le monde est en crise complète. Biden ne va pas être le premier ami de Bolsonaro au Brésil, par exemple, comme pouvait être Trump. Donc, voilà, je pense qu'il faut s'attendre à ce type de choses, ce qui n'empêche pas que s'il y a un danger pour les États-Unis, pour la stabilité du système, n'importe quoi, les États-Unis frapperont, hein, interviendront. Moi, je pense qu'en même temps, une administration Biden, elle est plus susceptible d'intervenir à l'étranger qu'une administration Trump, d'une certaine manière. Parce que Trump, c'est la main dure avec Cuba, avec l'Iran, pas avec la Russie. La Russie, on est assez copains. Mais ce n'était pas d'intervention militaire. Hein. Il avait pensé un instant, mais ça c'était une folie, à intervenir au Venezuela. Et ses conseillers et les généraux, le Pentagone lui a dit, c'est une folie, si tu fais ça, tu mets tout le continent latino-américain à feu et à sang. Et tu vas créer une guerre civile continentale et qui sera tournée contre les États-Unis. Et c'est vrai. Maradona, vous connaissez tous Maradona, la star du foot, avait dit moi, si c'est comme ça, je me porte volontaire pour aller combattre au Venezuela pour défendre l'indépendance de notre patrie latino-américaine. Il y a des tas de latino-américains qui réagissent comme ça, et c'est normal, quoi. Et nous, on est solidaires de ça. Mais voilà, donc il faudra voir les contours exacts de la politique impérialiste sous Biden. Ceci dit, moi, je dirais que oui, lutter contre l'impérialisme américain, oui, mais comme nous, on est en France, quand même une puissance qui a encore de beaux restes impérialistes en Afrique. Voilà, notre première tâche, c'est peut-être de lutter contre l'impérialisme français. Hein. Alors, tout ça se rejoignant par ailleurs. Hein. Je ne pense pas que les États-Unis aient de grandes ambitions par rapport à l'Europe, si ce n'est de défendre les intérêts de leurs multinationales. On va voir sur l'affaire des GAFA. Il n'y a pas d'indice qui laisse penser que Biden aura une position différente de celle de Trump, sur les impôts, par exemple. Parce que le gros problème de l'Union européenne, c'est de leur faire payer des impôts en Europe. Biden n'a rien dit là-dessus. Comme les GAFA, c'est quand même parmi ses principaux soutiens, du point de vue du grand capital états-unien. Ok, merci Jean-Philippe pour ta réponse. Donc j'ai deux petites questions pour finir. La première question, c'était par rapport à la transition. Est-ce que tu peux dire rapidement, en gros, ce qui potentiellement va se passer ou peut se passer par rapport au blocage que pourrait faire Trump, même si ça semble peu vraisemblable. Et pour finir, tu as parlé tout à l'heure de la bureaucratie syndicale et comme quoi elle était très corrompue. Si je ne me trompe pas, ils jouent effectivement un rôle important dans l'élection, puisqu'en fait, un petit peu chaque syndicat se prononce par rapport à chaque candidat. Beaucoup se sont prononcés en faveur de Biden. Est-ce que tu penses que ça peut jouer un rôle si Biden mettait en place des mesures d'austérité trop violentes? Ou est-ce que tu penses que peut-être le mouvement indépendant de syndicalistes, donc qui s'appelle Rank and File en anglais, peut avoir une quelconque pression sur les démocrates
ou éventuellement même sur un mouvement social qui pourrait se créer en opposition avec ces mesures austéritaires qui vont très vraisemblablement arriver. Sur la transition, Trump semble décidé à mettre tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables. Et ça va être très compliqué. Ce qui dit c'est moi le vainqueur de l'élection, tout ça c'est des trucages, c'est du vol, on m'a volé l'élection, je ne reconnais pas Biden. Donc pour l'instant, là, aujourd'hui ou hier, enfin entre aujourd'hui et hier, il a viré son secrétaire à la défense, Espert. Espert est un grand technocrate lié aux fabricants d'armement, qui a succédé au général Mattis, qui lui est un vrai boucher, lui, pour le coup impérialiste, républicain old school, mais qui fait partie des républicains qui étaient plutôt pro-Biden. Et Espert, il avait eu le malheur, il a fait la grande erreur de dire au moment des manifestations Black Lives Matter que non, ce n'était pas raisonnable la proposition de Trump de faire intervenir l'armée d'active. C'est-à-dire les militaires en poste, les Marines, je ne sais pas quoi, les Rangers dans les rues pour tirer sur les manifestants. Ce n'est pas raisonnable, il n'y a pas de danger pour la sécurité nationale du pays. On ne peut pas invoquer l'article de la Constitution qui prévoit, dans des cas extrêmes, de faire intervenir l'armée, et que la garde nationale dans les États, alors c'est des réservistes au niveau des États, ça pouvait suffire, etc. À tel point que Trump, quand il a envoyé la troupe, c'était dans l'Oregon, hein. Bon, il a dû piocher, il a dû envoyer des marshals fédéraux qui sont directement sous son autorité et la police des frontières. Et c'est ces gens-là qui ont fait la chasse aux manifestants dans des conditions scandaleuses telles que... Et ils ont été obligés de partir au bout de quelques jours tellement il y avait une révolte populaire et même les autorités de Portland, etc., leur disaient il faut absolument qu'ils se retirent. Mais Espert avait bloqué, avait dit non, je n'enverrai pas l'armée. Donc Trump, maintenant, après avoir perdu l'élection, s'est vengé, il l'a viré. Et c'était un des gars qui était censé organiser la transition. C'est-à-dire, les questions militaires, c'est quand même important. Hein, on a des troupes là, voilà ce qui se passe, nos satellites espions, voyez, voilà ce qu'ils font, ce qu'ils ont vu. Et il semblerait que, pour l'instant, les canaux sont coupés. Donc, c'est un peu un mystère. Ça, c'est un élément de crise. Hein. C'est un élément d'anormalité. Et comme il n'y a rien qui prévoit constitutionnellement ou dans la loi ces affaires de transition, c'est une question de bonne manière hein, entre les gouvernements qui se succèdent. Et ça a toujours été comme ça, républicain, démocrate ou l'inverse. On organise la continuité de l'État, donc on se passe les trucs avant. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être bloqué. On va voir. Et la deuxième question, rappelle-moi le thème. C'est les syndicats. Ouais. Est-ce que la bureaucratie syndicale va soutenir Biden? Est-ce que tu penses que l'émergence d'un mouvement un peu libre de ça, enfin un petit peu qui se sépare des bureaucraties syndicales, peut s'organiser et se lier avec les socialistes dont tu as parlé tout à l'heure? Le problème, c'est s'il y a des luttes. On a vu... s'il y a des luttes qui donnent lieu à des expressions un peu autonomes, hein, dans l'éducation, on a vu le mouvement CORE à Chicago, oui. Qui a pris la direction du syndicat, pour le coup, qui maintenant dirige le syndicat enseignant de Chicago. Il y a le mouvement MORE à New York, qui est toujours minoritaire, mais qui a une place importante, y compris à l'intérieur du syndicat, comme minorité, comme front d'opposition.
il y aura probablement une place pour des luttes aussi bien dans le privé que dans le secteur public. Hein. Il y aura des attaques contre l'éducation, contre les hôpitaux, contre à peu près tout. Donc, s'il y a des mobilisations, je pense qu'il sortira des choses en matière d'organisation. Okay. Les bureaucraties en tant que telles, c'est très difficile à dire, parce qu'on a eu l'expérience sous Obama. Obama a fait une politique d'austérité terrible, et toutes les directions syndicales ont accepté, ont essayé d'étouffer les mouvements. Hein. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Philippe pour le temps que tu nous as accordé. De toute façon, nous, effectivement, avec RP Dimanche, on prévoit de sortir un dossier sur les États-Unis. Alors, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, de manière à formaliser un petit peu tout ça. Donc, je dis en avant-première que tu participeras à ce dossier. Nous participerons tous. Ouais. Nous participerons tous à ce dossier, voilà. Et donc, j'espère que vous le lirez avec attention. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous tout au long de la soirée. Et puis, on se dit à très bientôt. Salut, salut.